Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je suis Camille Lelièvre et aujourd'hui, je suis en compagnie de Nadège. On va parler des troubles du comportement alimentaire qui sont en lien avec les maladies intestinales. Donc, je te laisse te présenter, Nadège. Oui, donc moi c'est Nadège Dirks. Du coup, je suis atteinte de la maladie de Crohn en rémission depuis plusieurs années. Et aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, j'essaye voilà d'aider les autres à rentrer en rémission en changeant leurs habitudes alimentaires et certaines habitudes de mode de vie. Très bien. Eh bien, moi, je suis Camille Lelièvre et j'ai aussi souffert de la maladie de Crohn et de l'anorexie mentale pendant 16 ans. Et justement, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, entre les maladies intestinales, les troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie, les problèmes de prise de poids, de perte de poids, de la peur de perdre du poids ou la peur de prendre du poids, surtout quand on souffre d'une maladie auto-immune. Est-ce que ça a comme impact sur notre quotidien? Alors du coup, toi, Nadège, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté par rapport à ta maladie de Crohn? Est-ce que ça t'a amené des troubles du comportement alimentaire? Ah oui, oui, moi j'ai eu des problèmes liés aux troubles du comportement alimentaire avec notamment pas mal d'orthorexie. Lié à vraiment la peur en fait de la nourriture, hein, parce que certains aliments me donnaient des symptômes et puis du coup, au bout d'un moment, on a peur de manger et ensuite, en plus, on écoute plein de choses sur Internet et on se persuade que certains aliments vont nous empoisonner, que et du coup, ouais, il y a beaucoup, voilà, cette peur, et en même temps des moments aussi de voilà de binge eating où vraiment, à force de me restreindre pendant plusieurs jours, et ben un jour je craquais, j'allais devant mon frigo et voilà, je mangeais un peu n'importe quoi et justement un peu tous ces aliments dont j'avais peur au quotidien, j'en mangeais des grandes quantités d'un coup et donc ça n'aidait pas du tout pour ma maladie en fait. D'accord. Et puis moi, pour ma part, c'est vrai que quand je suis tombée dans l'anorexie à 14 ans, j'avais vraiment un dégoût alimentaire, mais vraiment une perte d'appétit. Et plus je me forçais à manger, en fait, plus j'avais mal au ventre. Et la maladie de Crohn est arrivée, par la suite, mais je pense que je me suis forcée vraiment à manger et que mon corps, il a tellement rejeté au niveau psychologique, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et le fait de forcer mon corps, ça a engendré, cette maladie inflammatoire intestinale. Et du coup, j'ai plus cherché des choses pour pouvoir m'alimenter au mieux. J'ai fait des jus de légumes, j'ai été végétalienne pendant 7 ans. Et c'était très dur aussi pour moi, au niveau des intestins, de trouver l'alimentation idéale. J'ai passé des heures sur Internet à chercher du contenu, la vérité sur l'alimentation. Et je suis tombée aussi dans l'orthorexie. J'ai quand même eu 5 hospitalisations, la réanimation. Donc, je suis quand même descendue à 24 kilos, donc une dénutrition extrême. Et quand on ne peut plus rien manger, quand digérer, ça devient une souffrance, on est vraiment perdu et tout l'entourage ne peut pas comprendre cette douleur du ventre qui a engendré aussi des conflits. Parce que quand on n'est pas bien non plus, on n'a pas le moral et on sait plus comment manger, donc c'est vraiment très difficile. Euh, Oui, puis c'est vrai que c'est dur quand on a tous des symptômes au quotidien parce que les gens, en fait, ils peuvent avoir de la compassion quelques jours, mais quand on voit les gens tous les jours pendant des mois et des mois, au bout d'un moment, ils se disent que la douleur est pas réelle, que c'est dans notre tête, qu'on pourrait un peu penser à autre chose. Enfin, c'est aussi difficile, je trouve, ce côté-là. oui, et puis même c'est vrai que quand je suis tombée malade à l'époque déjà le diagnostic de la maladie de Crohn c'était pas évident, l'anorexie c'était pas non plus compris. Donc on disait que c'était dans ma tête, on n'était pas légitime, enfin on ne croyait pas forcément, et on reste seul face à ça pendant des années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, enfin, Guérison étoilée, pour aider les personnes à guérir soit les maladies inflammatoires, les troubles du comportement alimentaire, travailler sur le psychisme et l'impact qu'a le psychisme sur la digestion. C'est vraiment important. Et il y a, en fait, on tombe malade. La maladie, c'est vraiment multifactoriel. Et pour en guérir, c'est aussi multifactoriel. C'est pas que les médicaments. Je sais pas toi, Nadège, comment tu t'en es sortie, si tu avais pris des médicaments, s'il y a eu des choses particulières, comment tu as été entourée à ce moment-là? Alors moi, j'ai pas eu de traitement. En fait, j'ai eu beaucoup des corticoïdes sur une longue période, mais j'ai pas pris de traitement pour la maladie de Crohn, tout simplement parce que
j'ai été mal accompagnée, on va dire, médicalement, et j'ai dû un peu me débrouiller toute seule. Et c'est en changeant mon alimentation, mais aussi à côté de ça, oui, en faisant de la méditation, du yoga, et faire des choses pour moi, aller au sauna, prendre soin de mon corps, refaire la paix avec mon corps, parce que quand on perd du poids d'un coup, en fait, comme ça, on reconnaît pas son corps. Et ça a été aussi assez difficile, surtout que j'étais plutôt, on va dire, boulotte à l'adolescence et je n'aimais pas mon corps. Alors j'ai toujours eu ce problème avec l'image, voilà, que de mon corps et de perdre du poids d'un coup. Ben paradoxalement, ça ne m'a pas aidée en fait. Je me suis pensé toujours que je me sentirais mieux en perdant du poids, mais là j'en avais tellement perdu que je me regardais même plus en fait dans la glace et c'est vrai que ah, ça, c'est difficile. Voilà, et vraiment, les pertes, reprises de poids sont vraiment difficiles à gérer. Mm. Et c'est là que vraiment le mental joue énormément, en fait. Mm. Moi, Et je pense que se faire accompagner parfois aussi par une personne, que ce soit un psychologue ou autre, en fait, pour justement cette partie psychologique et mentale, je pense que c'est important, ce que je n'ai pas fait. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps en ne me faisant pas accompagner. ouais. Alors, ce qui est important, surtout, c'est de trouver la bonne personne parce que moi, j'ai été accompagnée pendant plus de 10 ans par des psychologues, des sophrologues, j'ai fait de l'hypnose, de l'EMDR. Euh, j'ai eu une amnésie traumatique pendant 20 ans. Donc, ça s'est pas libéré grâce à la psychothérapie. C'est tout le travail que j'ai fait sur moi. C'est pour ça que j'ai créé un programme d'accompagnement aujourd'hui, la méthode STAR sur 10 étoiles à gagner. Le but, c'est de valoriser la guérison et qu'on puisse s'auto-guérir par soi-même, devenir autonome. Et quand on devient acteur de sa santé, on n'est plus passif derrière une consultation de psychologie ou de sophrologie. Quand on retourne chez nous, après, on sait plus comment faire. Alors que là, dans le programme d'accompagnement, on est vraiment acteur et le but, c'est d'aller plus vite vers la guérison. Et moi, j'avais l'impression que pendant toutes ces années que j'ai perdu du temps, j'étais en amnésie traumatique. Plus je me forçais à manger, plus mon corps le rejetait. Donc, en fait, je reprenais du poids, mais en fait, mon corps n'était pas en sécurité et il reperdait le poids derrière. Donc, quand on vit un traumatisme à l'enfance, quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, quand le fait de devenir une femme, vraiment le corps qui se transforme en femme, c'était une insécurité pour lui. C'est pour ça qu'à 14 ans, j'ai perdu mes règles. Enfin, dès que je les ai eues, en fait, elles sont parties au bout de 6 mois parce que mon corps le supportait pas. Et je pense que dans toute maladie, que ce soit un cancer, une maladie auto-immune, un trouble du comportement alimentaire, il y a toujours une part d'insécurité, quelque chose de psychologique qui fait que la maladie se met à tel endroit dans le corps et se manifeste d'une telle manière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont prendre du poids, d'autres qui vont perdre du poids. Il y a des personnes qui vont avoir un cancer, d'autres une maladie auto-immune. Et dans toutes les pathologies, c'est vraiment un mécanisme de survie du corps. Il ne fait pas ça pour nous tuer parce que le but du corps, c'est qu'il survive le plus longtemps possible. Et quand on comprend ça, quand on remet le corps en sécurité, on arrive à s'en libérer. C'est un long chemin. Il faut pouvoir déjà accepter la maladie et surtout prendre le temps, laisser le temps au corps de se guérir et pas vouloir juste Mm. cacher le symptôme. On veut tout de suite guérir, reprendre du poids, guérir avec des corticoïdes et tout. Et en fait, on se détruit la santé parce que le corps est pas en sécurité. Donc on va reprendre tout de suite, mais on peut reperdre plus vite derrière. Et c'est le rebond qui est le plus difficile, la rechute après, qui est plus difficile parce que là, on n'a pas guéri la chose profonde. Et moi, c'est vrai que quand j'ai pris des corticoïdes, ça m'a aussi emmené d'autres conséquences comme l'ostéoporose, avec la dénutrition extrême. Donc, en fait, il faut vraiment réfléchir au plan thérapeutique le plus efficace. Et ça, il faut vraiment, je pense, être passé par là pour pouvoir comprendre la personne. Comme toi, tu accompagnes des personnes qui ont la maladie de Crohn. euh, Comme tu l'as vécu, tu peux comprendre leur détresse, leur douleur au quotidien. En fait, tu peux te mettre à leur place tous les jours. Quand on se lève le matin, on a déjà dans notre tête tout notre plan de la journée qui est paramétré. C'est comme moi quand j'avais l'anorexie, l'hyperactivité, l'orthorexie, il y avait plein de choses qui fait que je me levais le matin, mais c'était un temps plein dans ma tête qui fait que si les autres à l'extérieur qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Donc, quand on est Oui. accompagné par une personne qui a vécu ça, comme toi, Nadège, à un moment donné, tu avais eu mal au ventre, ce que tu m'avais expliqué, les ballonnements, tout ça, et quand on l'a pas, on peut pas comprendre. Ça joue aussi sur notre sphère
personnel aussi, au niveau de notre libido. Il y a plein de choses qui jouent à côté et qui a un équilibre, l'équilibre global de la vie, en fait, tout simplement. Comment tu as vécu ça, toi, Nadège, à ce moment-là, quand tu étais mal? Bah, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir mon mari qui était très présent, qui s'est occupé de mes enfants, parce que la difficulté, c'est que j'avais deux enfants qui avaient juste 15 mois d'écart, qui étaient très petits quand j'ai eu vraiment le gros de mes symptômes. Mais finalement, il s'est beaucoup occupé des enfants. Et ce qui était dur, en fait, et c'est pour ça que j'ai mes programmes de suivi, c'est que j'avais personne à part qui pouvait, oui, me comprendre au quotidien. Même quand on voit un médecin une fois par mois, bah, en fait, le reste du mois, on est tout seul, on se lève, comme tu dis, avec nos peurs. Et puis moi, j'ai perdu des amis, tout simplement aussi parce que bah, je sortais plus, parce que je me disais, mais est-ce qu'il va y avoir des toilettes? Est-ce que je vais pouvoir m'asseoir? Parce qu'à ce moment-là, je pouvais pas rester debout trop longtemps à cause des douleurs abdominales. Et du coup, ben, dès qu'on me proposait quelque chose, moi, le plus souvent, je disais non, en fait. Mon mari, les week-ends, faisait beaucoup de choses avec les enfants sans moi, parce que j'osais plus sortir de chez moi à un moment. Et ça, c'est aussi très difficile. Et puis, pareil, bah, comme j'avais perdu tout ce poids, dès que je refusais de manger quelque chose qu'on me proposait, bah en fait les gens se disaient ah mais non faut que tu manges tu peux pas rester comme ça et bah, d'être constamment en train de se justifier aussi c'est pas vivable en fait je trouve que ça a été vraiment difficile en fait dans la maladie Oui, et d'avoir un interlocuteur à qui on peut parler de ça et qui ne nous juge pas et qui comprend en fait, qui met pas d'autres problèmes derrière en fait. Parce que moi, j'ai jamais souffert d'anorexie, mais une partie de mon entourage pensait que je souffrais d'anorexie à cause de la perte du poids, du refus de manger, toutes ces choses-là. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à vivre en fait. oui, et puis l'anorexie, la boulimie, et tous les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas qu'une question de poids. C'est-à-dire qu'on peut très bien perdre du poids par une maladie, mais c'est pas forcément l'anorexie et la boulimie. Et pareil, par exemple, on peut très bien souffrir d'anorexie en ayant un surpoids. Ça peut être paradoxal, mais il y a des personnes qui ont perdu 30 kilos, mais qui étaient déjà en obésité, qui sont en anorexie mentale avec un poids normal et ils sont pas pris au sérieux, enfin, par les professionnels et l'entourage. Donc, c'est très difficile aussi. Et donc, il faut vraiment différencier que l'anorexie et la boulimie, c'est vraiment au niveau mental. On souffre mentalement de ça, de cette peur de prendre du poids, de cette insécurité. Et la maladie auto-immune, c'est le corps qui le rejette physiquement, la nourriture en n'absorbant pas les nutriments. Donc, c'est comme si que le corps voulait mourir à petit feu, s'inflammer parce qu'il y a une détresse très profonde qui s'imprime dans le corps. Et c'est vrai que l'entourage, c'est très difficile pour l'entourage de comprendre. Moi, je sais que mon conjoint, quand j'avais mal au ventre et que j'étais obligée de m'allonger, alors qu'il avait envie qu'on aille se promener ou quoi, c'était dur aussi parce que du coup, je culpabilisais. Et c'est vrai que lui, il a toujours été compréhensif, mais intérieurement, moi, je supportais pas de rester allongée. J'avais l'impression que le fait de rien faire, d'être fatiguée, de devoir faire des siestes, c'était c'était mal en fait. C'est comme si que j'étais feignante alors que j'ai toujours été très active. Donc on se culpabilise et on est moins efficace et donc ça c'est très dur. On a l'impression que oui, ça nous prend comme un temps plein. On peut pas exercer notre métier comme on veut. Moi je suis ostéopathe et c'est vrai que quand j'étais fatiguée, il fallait que je me force à y aller. Je voulais pas m'arrêter de travailler parce que je savais que si je m'arrêtais, moralement ça n'irait pas non plus. Donc, quand on a une passion, quelque chose comme ça, qu'on s'accroche, cette pulsion de vie, ça va vraiment aller au-dessus. Mais ce qui est très dur, c'est justement ça, c'est déjà de bien comprendre, de différencier ce qui est du trouble du comportement alimentaire et ce qui est de la maladie auto-immune. Et après, toutes les peurs Oui. engendrées. On a des peurs, par exemple, si on a mal au ventre, forcément qu'on va avoir moins d'appétit, on va pas oser manger certains aliments et on va même en prendre peur, donc ça va nous déclencher justement cette obsession. Mm. Oui. Et moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est parfois les gens ont aussi peur des aliments par rapport à leur aspect. C'est par exemple quand je conseille à des gens de manger des graines, type graines de tournesol, graines de courge, les gens me disent bah non, ça va m'irriter l'intestin parce qu'ils voient ces petites graines un peu pointues et on s'imagine que la petite graine pointue, elle arrive dans l'intestin et qu'elle va aller un peu gratter la paroi intestinale, alors qu'en fait, ça se passe pas comme ça dans le corps, en fait. Et il y a aussi toutes ces... Moi, je passe beaucoup de temps à dire aux gens, mais si vous pouvez aller manger une pizza.
vous allez pas replonger dans plein d'affres de souffrance. Si vous vous faites une fois plaisir, vous pouvez et ça, je trouve que c'est important en fait de travailler sur ces peurs. Je pense aussi parce que bon, déjà, ce qui est important, c'est la manière dont on va manger. Parce que si on est stressé, on a déjà peur d'avoir mal au ventre, on va manger, on va un peu gober l'alimentation comme si on va l'avaler d'un coup. On Oui, va mal la digérer parce que si elle est pas bien salivée, pas bien, on mange à contre-cœur ou quelque chose qui est à contre-cœur rien qu'à l'odeur, on est sûr que ça va être mal digéré. Moi, ça m'est déjà arrivé de manger 2 fois la même chose à 2 jours différents. Et un jour où je vais avoir le ventre qui va ballonner comme une femme enceinte et un autre jour où ça va très bien se passer. Donc en fait, c'était même pas l'aliment, c'est la façon, le moment et mon état d'esprit au moment où j'ai mangé, dans quel état j'étais, qui a fait que ma digestion ensuite s'est passée de telle manière. Ça s'appelle oui, l'entéropsychologie. Donc, je l'ai beaucoup étudié là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi mon mémoire de fin d'études sur les gaz digestifs. Et en fait, il y a vraiment un impact entre déjà quand on voit l'aliment, l'odeur, la couleur, tout ça, et notre état d'esprit. Si on est détendu, si on nous a annoncé une mauvaise nouvelle juste avant et qu'on se met à manger, on peut avoir une boule à la gorge et on va mal digérer par la suite, avoir une diarrhée, une constipation. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir tous les aliments, je retrouve des morceaux d'aliments pas digérés dans les selles et des diarrhées énormes et ça me faisait perdre 2 kilos en une journée. Donc c'était vraiment mais épuisant et on a l'impression de se vider comme un canard, vraiment de rien assimiler. Donc ça, c'est très dur. Mais en fait, c'est quand on remet conscience et c'est surtout réapprendre à s'aimer parce que moi, j'avais l'impression de manger des choses qui m'irritaient comme si que j'étais une poubelle finalement. Je mangeais vraiment des choses difficiles à digérer, je me faisais du mal et que ça accentuait le problème parce que j'avais un désamour de moi, parce que je m'étais vraiment identifiée à ce qu'on avait fait du mal sur moi. Et quand je me suis désidentifiée de ça, ça a été beaucoup plus facile pour pouvoir m'aimer. Parce que je faisais du mal à la partie de moi qui a été blessée. Et c'est ça qui est le plus important à comprendre dans la guérison. C'est à qui on fait du mal. Et inconsciemment, on peut se faire du mal. En mangeant d'une certaine façon, en se faisant du mal autrement. Moi, dans l'hyperactivité sportive, j'avais une dénutrition et je me faisais du mal. Je, je faisais fondre mon muscle, mais j'avais une sarcopénie intense parce que c'était comme une pulsion et je me faisais du mal, mais je faisais du mal à la partie de moi qui avait été blessée. C'est ça qui est important de comprendre. Et des fois, on a une maladie, on n'a jamais, ou pour avoir une amnésie post-traumatique, on a une maladie qui se déclenche et en fait, on ne sait pas pourquoi, mais finalement, bah, on a été plus en colère, on a mangé différemment, on s'est fait mal au ventre et on s'est créé nous-mêmes la maladie. Les, les hormones, les molécules inflammatoires, c'est quelque chose de physiologique, mais au tout départ, il y a quelque chose d'hormonal, d'émotionnel qui fait qu'il y a un déséquilibre hormonal et physiologique. Donc, quand on revient oui, là-dessus, on reprend le contrôle sur sa vie, le pouvoir le pouvoir créateur de sa vie, et on peut s'en sortir. Mais c'est un grand chemin, et tout seul, c'est vraiment très compliqué parce qu'il faut quand même un avis extérieur objectif de quelqu'un qui a vécu ça pour pouvoir nous orienter, nous guider, pour que nous-mêmes, après, on puisse s'auto-guérir. Mais grâce à un guide, parce que si on est tout seul à aller chercher plein d'informations sur Internet, on est complètement perdu. Et puis, on sait plus où aller, on perd du temps, on s'épuise, on n'a pas de route, de chemin de guérison, et on perd beaucoup de temps. oui. Non, ça c'est vrai. C'est après, il faut aussi quand même faire attention à qui on accorde sa confiance, parce Mm. qu'il y a énormément de gens sur Internet Ouais. qui proposent d'aider les autres, et il faut aussi, je pense que c'est important de rester centré sur soi et de justement toujours se dire est-ce que ça résonne en moi, est-ce que c'est juste ce que cette personne me dit ou pas. Et je pense que c'est aussi important dans le cadre de la maladie de Crohn, en tous les cas, hein, parce que j'ai pas d'expérience dans l'anorexie, mais dans le cadre de la maladie de Crohn, de jamais perdre contact avec le médecin, comme moi j'ai pu le faire, parce que parfois on ne sait pas ce qui se passe dans notre intestin et c'est bien d'avoir ce suivi médical, même si clairement il suffit pas, parce que comme tu le dis, le stress, les, les, les chocs émotionnels, voilà, ça joue énormément sur la maladie, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et si on ne s'occupe pas du mental, en fait, ben, les médicaments suffiront jamais, en fait. Mm. C'est un ensemble et il faut, voilà, il y a les médicaments, mais il y a la partie vraiment, voilà, psychologique, il y a l'alimentation, le sport
Et le sport aussi, ce que je trouve intéressant, ce que tu disais, c'est la suractivité physique. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Moi, c'était à cause des corticoïdes, parce que donc j'en ai pris longtemps et c'était en assez grande quantité. Et j'étais constamment comme si j'avais bu 15 cafés dans la journée. Et j'allais courir, j'habitais en montagne à l'époque, et je courais entre 10 et 15 kilomètres tous les jours. Et je me suis abîmée des tendons, je me suis fait beaucoup de mal à ce moment-là, mais je pouvais pas m'en passer. Et si je le faisais pas, j'étais dans un tel état de nervosité, en fait. Et avec le temps, je me suis aussi rendu compte que j'ai associé le sport et la digestion. C'est-à-dire que les jours où je ne faisais pas de sport, je digérais mal. Parce que je me Ouais, disais, ah, bah, tu as pas bougé, tu vas mal digérer. ouais, Et ouais. vraiment, on associe les choses et on crée, en fait, beaucoup de symptômes sans le vouloir. Et c'est important voilà, de s'observer. Et comme tu dis, d'avoir quelqu'un aussi qui peut nous observer et nous dire, bah, attention, là, euh, c'est Mm. des associations que tu fais et même si tu fais pas de sport aujourd'hui, il y a aucune raison que tu digères pas bien. Oui, c'est vrai que moi, la relation au sport a changé aussi parce qu'à un moment donné, bon, au début, je me restreignais. Finalement, je finissais par des crises de boulimie le soir sur des oléagineux, des choses caloriques pour rattraper parce que j'avais faim le soir, mais je me restreignais dans la journée. J'avais mal au ventre, donc le ventre d'une femme enceinte. Et le lendemain matin, je me réveillais et j'avais plus faim parce que forcément, j'avais tellement mal au ventre que j'avais vraiment pas l'appétit, j'avais vraiment très mal au ventre. Et quand j'avais envie de bouger, de courir, comme si que je me faisais du mal, comme si que je voulais tasser tout dans mon ventre, que ça puisse sortir, quoi. Et le fait de marcher et tout ça, c'était comme si que je voulais, oui, que ça évacue, comme une purge, mais par le sport. Et moi, je me suis jamais fait vomir. Il y en a qui se sont fait vomir, mais finalement, je peux comprendre aussi leur souffrance dans ce sens-là, parce que c'est comme si qu'ils voulaient se remplir du ventre, faire du mal, et après, bah, c'est tellement douloureux que le rejeter, en fait. Et moi, c'était me faire du mal dans le sport, donc mais c'était vraiment comme toi, une compulsion, quelque chose que si je me le faisais pas, je savais que j'allais vraiment être mal, ou que j'allais pas pouvoir manger au prochain repas. Il fallait que je mérite mon repas. C'était Oui. vraiment tout au mérite et vraiment se faire du mal, vraiment tout le temps. Et c'est que ça recommence tous les jours. C'est ça qui est infernal, c'est que c'est pas une fois de temps en temps, c'est vraiment quotidien et qu'on a besoin comme un shoot de dopamine tous les jours cette dose de sport, remanger, se refaire du mal, Oui. vraiment se sentir comme on veut disparaître. Moi, j'avais beaucoup maigri, donc comme si je disparaissais, mais je voulais quand même me sentir vivante en me remplissant et en me faisant du mal pour sentir cette douleur, cette souffrance. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les autres qui vivent pas ça. Mais c'est comme dans toute addiction, on fait pas ça vraiment pour se faire du mal, mais pour diminuer cette souffrance. Si on le fait pas, on souffre beaucoup plus. Et c'est C'est ça. vraiment, c'est comme si c'est un cercle vicieux. On a trouvé que ça comme solution pour pouvoir survivre en attendant. En attendant quoi? Bah, en attendant de trouver justement ce problème profond. Et ça, il faut qu'on le trouve. Sinon, on reste des années dans ce cercle vicieux qui nous met en survie au lieu de résoudre notre véritable être qui on est, notre sens de vie, tout ça. Quand on retrouve un sens à ce qu'on fait, c'est là qu'on peut guérir. Un sens, Mhm. si on va se promener, si on va faire du sport, mais vraiment pour se faire du bien et que ça a un sens, quoi. Pas pour courir, même sous la pluie, parce que c'est compulsif. C'est ça. Mm. Donc ça, c'est Mais c'est difficile parce qu'on se dit justement, il faut que je fasse du sport tous les jours, il faut que je mange tel aliment pour aller mieux en fait. On est dans cette dichotomie constante où on se dit on a une liste de choses à faire pour aller mieux et en même temps on veut se dire bah non mais je veux prendre les choses comme elles viennent, profiter de la vie et d'être constamment dans cette espèce de contradiction en fait où oui. on se dit que si on respecte telle liste on va guérir. Et en même temps, bah, Et voilà, puis, je on a pense que aussi besoin de lâcher prise. c'est ça, et c'est d'autant plus difficile de lâcher prise justement là-dessus parce qu'au début, on trouve on va dire, une zone de confort. On s'est créé nous-mêmes notre routine quotidienne avec notre sport, notre façon de s'alimenter, notre rythme de vie. C'est créé comme une zone de confort, mais pour en sortir, c'est très difficile parce que déjà, on a tous les diktats qu'on nous dit à la télé, manger, bouger, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et en fait, comme on est perfectionniste et on veut vraiment, du coup, vraiment pas culpabiliser et vraiment faire les choses bien. Du coup, on sait plus qui croire et en fait, dès qu'on nous dit que quelque chose est pas bon, on va avoir peur de le manger, quitte à se rendre malade, comme si qu'on nous empoisonnait. Même moi, à l'hôpital, quand j'avais été perfusée et tout, j'avais l'impression de ressentir comme
oui, un viol en fait. Une piqûre, c'était Mhm. comme ça. Ou quand on me forçait à manger quelque chose que je ne pouvais pas, ça c'était vraiment pareil. C'est quelque chose qui entrait en moi et ça c'était très dur. Bon, je pense qu'avec la piqûre, la seringue, c'est encore vraiment plus intense parce que ça rentre vraiment dans le sang, dans les cellules. Que quand on le mange, c'est encore à l'extérieur du corps. Il faut savoir que tout le tube digestif, c'est Oui. encore à l'extérieur du corps. Il faut que ça puisse traverser la barrière intestinale pour pouvoir être assimilé. Donc, je le prenais encore plus mal quand j'ai été perfusée en réanimation. Voilà, tout ça, ça a été vraiment dur aussi pour moi. Les vaccins, les piqûres, j'ai eu beaucoup de mal aussi à cause de ça, Oui. psychologiquement. Donc, et puis la nourriture aussi. Mais c'est vrai que c'est dur à comprendre. C'est pour ça que si je me forçais à manger, c'est sûr que mon corps allait le rejeter parce que psychologiquement, je ne l'acceptais pas. Ça rentre dans mon corps. Et moi, je pense que la maladie de Crohn, c'était vraiment dû à ça. Je n'acceptais pas que ça rentre dans mon corps. Et inconsciemment, je voulais ouais, que ça évacue, que ça parte très vite. Ça rentre et que ça parte très vite. Parce que c'était insupportable pour moi de cette violence. Oui, comme si que je n'acceptais pas le recevoir de quelque chose qui venait justement Oui. d'un traumatisme d'avant. Alors, je sais pas pour les personnes qui souffrent justement de maladies inflammatoires intestinales, si justement, il faudrait se poser la question avec le problème d'assimilation, s'il y a quelque chose voilà qu'on n'a pas digéré, pas assimilé dans notre vie. Je pense qu'il faut aller sur cette piste-là, Mhm. vraiment chercher à se reconnecter à soi, s'aimer vraiment pour soi et se désidentifier que si on, par exemple, un jour on nous a fait une réflexion, une remarque ou un traumatisme physique ou psychique, de se désidentifier de ça pour pouvoir s'en sortir et se mettre un bouclier de protection autour de soi et se dire qu'on est soi-même et que notre âme, on ne peut pas la toucher. Donc ça, c'est important. Moi, ça m'a vraiment aidé pour pouvoir m'en sortir. Voilà. Oui. Mm. Non, c'est vrai. Après, tout le monde n'a pas non plus vécu de traumatisme, dans le sens où moi j'ai vécu des choses difficiles et moins difficiles pendant l'enfance, comme tout le monde, mais j'ai pas eu de traumatisme. Mm. Mais ça n'empêche pas que ça s'applique aussi, même en fait, quand on n'a pas vécu de choc fort. Ouais. C'est un ensemble de choses qu'on peut vivre aussi dans l'enfance, et c'est vrai que Alors, il n'y a pas forcément un gros traumatisme, ça peut être des micro-traumatismes, on va dire, des choses que ça dépend de l'interprétation qu'on fait des événements. Et il suffit de plusieurs petites choses avec une susceptibilité particulière qu'on interprète d'une certaine façon et qui peut déclencher justement ce rejet du corps. Et c'est difficile à identifier parce qu'il y en a plusieurs et que ça se répète. Et aussi, selon dans quel environnement on a été, en fait, on croit que c'est la normalité alors que on n'a pas forcément vu, Mhm. on sait pas, on n'a pas comparé forcément si on aurait vécu dans une autre famille, dans un autre environnement. Et en fait, notre normalité, en fait, on peut vivre dans un environnement anormal, mais qu'on croit comme normal. Et ça, c'est dur à identifier. C'est pour ça que quand on se fait accompagner par quelqu'un qui a vécu ça, il y a un regard extérieur qui fait que ça peut nous éclairer. Donc, on va pas dire à la personne c'est bien, c'est pas bien, ce que tu as vécu, tout ça. Mais c'est juste que de lui-même, il y a un regard différent, qu'on puisse éclairer, que de lui-même, il puisse s'auto-guérir, toujours dans le respect de la personne. Et c'est très dur. C'est pour ça que les professionnels de santé n'ont pas le temps de chercher vraiment tout l'environnement de vie du patient. Voilà, tout ça. Il n'y a pas le temps. Donc, c'est tout de suite, bon, bah, mal au ventre, un médicament, on va calmer le symptôme, on diminue l'inflammation, mais le problème n'est pas là. Et en plus, c'est comme quand on a mal quelque part, c'est un signal du corps. Donc, si on appuie sur le bouton, on casse le bouton, on n'a plus de bouton d'alarme. Donc, si on a une douleur, on prend un médicament, on n'a plus de douleur, donc on va continuer à remanger, par exemple, des choses en se faisant du mal au ventre. Sur le coup, on n'a pas mal au ventre parce qu'on a pris un antidouleur, mais en fait, l'inflammation augmente, donc on augmente la maladie avec l'antidouleur, finalement. Donc ça, c'est Oui. important de comprendre aussi. C'est comme quand on a mal au dos, on va prendre un anti-inflammatoire, donc on va commencer à rebouger et tout. Et en fait, on va se faire encore plus mal avec l'inflammation parce que le signal de douleur, c'est justement pour nous protéger, de faire attention. Et c'est ce que je dis à mes C'est ça. patients en ostéopathie, c'est important. Donc pareil pour les intestins, c'est important de comprendre ça. Et ce qui est douloureux dans les intestins, l'intestin il est douloureux parce qu'il y a une distension de la paroi, alors que par exemple le foie, il n'est pas douloureux même s'il a mal. C'est-à-dire on peut avoir un problème de foie plus important que l'intestin, mais qu'on ne sente pas. Donc ça, c'est important de comprendre aussi le mécanisme de la douleur et de ce qu'on ressent. Oui. Donc, voilà, on peut très bien ressentir une douleur parce que l'intestin, il gonfle avec le gaz.
Mais finalement, c'est quelque chose de anodin par rapport à ce qui peut se passer ailleurs. Donc ça, C'est c'est aussi, ça. voilà, de relativiser ça. Et des fois, on se dit, bon, bah, là, j'ai mal parce que juste mon ventre, il a gonflé. Une fois que le gaz sera parti, ça va revenir normal et demain est un autre jour. Donc, du coup, je vais plutôt bien respirer, bien mâcher pour que la prochaine fois que je fasse du bien à mon ventre et aimer mon ventre aussi. On peut lui parler, le masser, vraiment en prendre soin pour pouvoir se reconnecter à lui. Et notre intestin, il fait partie de nous. Hein, c'est nos cellules. Donc, vraiment en prendre soin comme on prendrait soin de n'importe quelle partie du corps. C'est important aussi. Je sais pas si toi, tu as eu des techniques naturelles, on va dire autres que les médicaments, qui ont pu te soulager quand tu avais mal au ventre, par exemple. Moi, j'ai beaucoup utilisé le massage pour justement faire bouger les choses dans l'intestin et peut-être aussi, comme tu dis, se reconnecter, montrer de l'amour en fait à l'intestin parce qu'on a aussi cette relation un peu amour-haine en fait. On l'aime parce qu'il fait partie de nous, il faut qu'il aille bien, mais on le déteste parce qu'il nous fait du mal et on se dit mais c'est pas possible en fait. Moi, je sais qu'en fait, pour mon intestin, pour moi, c'était comme si c'était quelqu'un d'autre, en fait, qui me faisait du mal, qui était à l'intérieur de moi et qui me Ouais. faisait du mal. Mm. Et du coup, de masser, et par le yoga, notamment, moi, j'ai fait beaucoup de yoga Kundalini, où il y a beaucoup de mouvements, en fait, liés au ventre. Enfin, c'est beaucoup centré autour du ventre, hein. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Après, voilà, et puis bon, les tisanes, les choses comme ça, et puis pour les massages, quand j'allais chez une kiné, en fait, qui me massait le ventre, parce que du coup, elle appuyait assez fort pour que ce soit vraiment efficace aussi. C'était pas très agréable, mais très, très efficace pour tout ce qui était motilité intestinale, et parce que malgré que j'avais beaucoup de diarrhée, en fait, ça bougeait pas beaucoup dans mon intestin, en fait. Donc, Mm. Ouais, voilà, c'est ça, ça... en fait, c'est que ça stagne pendant des heures, le ventre, il gonfle, et puis tout d'un coup, ça va évacuer d'un coup après. Moi, en ostéopathie, je libérais aussi les adhérences, on va dire, faciales. Heureusement que j'étais ostéopathe, finalement. Je pense que c'était pas un hasard, parce que je Ouais. crois que sans ce que j'aurais fait, j'aurais pas tenu le coup, je pense. Mais je me suis énormément libéré les ligaments de l'appendice, les, le sphincter de l'estomac, tout ça pour une vidange gastrique, vidange de la vésicule biliaire, libérer les adhérences intestinales, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de séquelles à ce niveau-là au niveau du ventre et que je fais vraiment attention plutôt à mon comportement alimentaire pour prendre soin de moi, pour bien digérer. Mais les conséquences de ça, vraiment, avec l'ostéopathie, ça a vraiment aidé. Et aussi boire chaud pendant les repas. Le fait de boire chaud, c'est comme, par exemple, quand on veut déboucher un évier, on va utiliser de l'eau chaude. Nous, dans les intestins, le chaud de l'eau, il aide vraiment à, on va dire, décoller un petit peu ce qui pourrait se coller aux parois et vraiment comme nettoyer l'intestin et en prendre soin. Et puis la chaleur, ça réchauffe la rate aussi en médecine chinoise, donc ça fait du bien au feu digestif. Mhm. Hein. Donc à un moment donné, moi, les crudités, tout ça, je pouvais pas parce que j'avais plus de feu digestif, plus d'énergie. Donc le fait d'avoir remis de l'eau chaude, c'était important. La dénutrition, il faut éviter les crudités au début à ce niveau-là parce qu'on n'a pas Oui. de feu digestif. On peut le remettre quand on est en pleine santé, selon le tempérament, hein. Mais vraiment, il faut faire attention qu'on est tous différents. Et si, par exemple, il y a des personnes qui vont prendre du jus de citron pour le foie, tout ça. Et ça dépend du tempérament et dans l'état qu'on est. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit sur Internet, hein. Je dis vraiment, Oui. il y a des choses qui vont faire du bien à certaines personnes, mais c'est à un moment donné, à un temps donné, à une saison donnée dans le temps. Et la personne, si ça tombe dans 10 ans, il peut lui arriver quelque chose. Si on lui donne un jus de citron, ça peut très bien le tuer presque, tellement que ça pourrait ne pas être bon. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, de pas se comparer aux autres. On est chacun différent et c'est Oui. pour ça que quand on est accompagné, on a un questionnaire d'entrée, par exemple, avec moi. Comme ça, je connais votre profil, profil, on va dire, morphologique, psychologique, qui fait que pour l'alimentation, ce sera chacun différent selon le stade où vous en êtes. Donc, il faut vraiment pas avoir un plan alimentaire ou un plan de mode de vie pareil pour tout le monde, hein. Ça, c'est hyper important. Oui, ça c'est le pire et souvent c'est ce qui se passe. Notamment, moi, j'ai trouvé quand je suis des personnes qui se retrouvent à l'hôpital, il y a vraiment des violences psychologiques faites parfois par les diététiciens, parfois, hein, parce qu'ils font aussi très bien leur travail, hein, c'est pas, mais où, voilà, quelqu'un qui, par exemple, ne mange pas de gluten et de lactose, on va lui dire, bah, si, il faut que vous en mangiez, c'est normal que vous soyez en dénutrition, sans gluten et sans lactose, vous allez pas vous en sortir. Alors qu'en fait, c'est à chacun
d'identifier ces intolérances et de travailler autour de ces intolérances. Et pas d'avoir, voilà, un programme alimentaire qui convient à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent manger des produits laitiers, d'autres qui ne peuvent pas. Moi, je fais partie des gens qui peuvent pas. Mais je suis plein de gens qui les digèrent très bien et je leur dis pas d'arrêter d'en prendre alors qu'ils les digèrent bien, ça n'a pas de sens en fait. Oui. Moi, les produits laitiers, je pouvais plus les digérer, mais c'est grâce à mon conjoint maintenant quand il fait du lait bio à la ferme, on fait nos fromages et nos yaourts, notre kéfir maison. Ouais, Là, je peux en manger parce que c'est au lait cru, il n'y a pas de pasteurisation, tout est fait naturel. Et en plus, bon, les vaches sont nourries à l'air, tout ça, donc c'est vraiment riche en oméga 3. Et moi, ça m'a guéri les intestins par rapport au kéfir. Et c'est vrai que j'ai eu totalement confiance en lui. Voilà. Donc pour conclure, Nadège, je te remercie surtout d'avoir participé à cette interview et que ça puisse merci à aider toi. nos auditeurs. Ce qui est important surtout si vous souffrez de soit de troubles du comportement alimentaire, de maladies quelconques, auto-immunes, intestinales, digestives, c'est vraiment important de trouver la bonne personne pour vous faire accompagner, d'être compris, de pas être seul et que la guérison est possible et que surtout, il faut vraiment pas se culpabiliser. Un trouble du comportement alimentaire, c'est tout à fait normal quand on a une maladie inflammatoire intestinale Oui, et que les deux peuvent se guérir en même temps. Il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on veut, notre sens de vie, et vraiment voir la vie, le côté positif, et en faire quelque chose. C'est-à-dire, on a une maladie, on va lui donner un sens, en faire une force, et comme ça, on peut c'est vraiment guérir. ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes, ma chaîne Guérison Étoilée, et la chaîne de Nadège, Goodbye Crohn. Voilà, pour pouvoir suivre nos nouvelles aventures. Et partagez cette vidéo si elle pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous et merci Camille.